Le speedcubing est des compétitions, et j'espère que je vous apprends rien en disant ça. Ces compétitions permettent aux speedcubers de faire leur meilleur temps, et même pour les meilleurs d'entre eux, de battre des records du monde. Mais vous le savez probablement, il n'y a pas que 3x3 dans la vie, et c'est moi qui dis ça alors que je suis bon qu'au 3x3. Et en compétition, il y a plein d'autres catégories où on peut prendre des records du monde, et je vais rapidement vous les présenter. Premier, on a tous les cubes classiques du 2x2 au 7x7. Ensuite, on a des cubes un peu plus exotiques, ou même des trucs, par exemple, on a 3x3 à une main, ou même 3x3 à l'aveugle. C'est déjà super dur, 3x3 à l'aveugle, mais on a même une épreuve qui consiste à résoudre le plus de 3x3 à l'aveugle possible en une heure. Ça s'appelle le multi-blind, et c'est assez compliqué. Déjà, à l'aveugle, j'ai jamais réussi, alors beaucoup. D'ailleurs, le record du monde, pour votre information, est à 63 sur 67, je crois, et c'est beaucoup trop. Donc après, on a aussi 4x4 à l'aveugle, qui est encore plus dur que le 3x3. Et on a bien entendu aussi le 5x5 à l'aveugle, parce que sinon c'est pas drôle, et c'est quand même super dur. Ensuite, on a tous des cubes qui tournent pas exactement comme des Rubik's Cube, qui sont un peu différents des cubes de base. Par exemple, ça, c'est pas vraiment un cube, mais ça marche un peu pareil, donc c'est ce qu'on appelle un Megaminx, et ça a 12 faces, c'est un dodécaèdre. On a aussi ça, alors ça c'est le Square One, il tourne comme ça, et c'est assez, en vrai c'est assez fun à faire. J'ai jamais été très rapide, parce que je me suis jamais vraiment entraîné, mais je vais faire. On a aussi le Pyraminx, donc donc ça tourne comme ça, et vous le connaissez très probablement, vous l'avez déjà vu. Il y a ici le Scube qui tourne comme ça, donc en diagonale un peu bizarrement. Ça reste quand même un peu comme un Rubik's Cube. C'est très simple à résoudre, voilà, si vous voulez acheter un puzzle qui est un peu bizarre, je vous conseille celui-là. Il y en a plein d'autres. Hein. Et en dernier, il y a un mec qui s'est dit c'est un Rubik's Cube, donc du coup ce sera un Rubik's Cube, mais ça s'appelle le Rubik's Clock, et personne n'en fait. Donc il y a une dernière épreuve que j'ai totalement oubliée, comme littéralement tout le monde, c'est le FMC. Donc en gros c'est quoi? C'est t'as une heure pour écrire sur une feuille la résolution la plus optimisée à un mélange. Et j'ai jamais fait. Et alors à regarder, c'est chiant, moi tu peux pas regarder, à faire, je sais pas si c'est chiant ou pas. Bon faut réfléchir et ça ressemble un peu, t'es en examen, t'es là, t'écris ton nom, ton prénom et t'écris des mouvements obscurs sur une feuille que tu comprends pas, comme les DS de maths en prépa. J'ai pas fait la prépa, j'en ai aucune idée. Et pour chacune de ces épreuves, il existe deux types de records du monde. Donc il y a le record du monde single, donc sur un seul temps. Par exemple le record du monde single de 3x3, donc sur un seul temps, c'est 3,05 par Xuanzi Gang, et j'espère que j'ai bien prononcé cette fois. Et par contre, on a aussi des records du monde pour la moyenne. Par exemple, au 3x3, c'est une moyenne sur 5 temps, et généralement pour tous ces cubes-là, c'est sur 5 temps, même si des fois c'est sur 3 parce que les cubes sont trop longs. Par exemple, 5 blind, vous imaginez pas qu'il y a un gars qui va réussir à faire 5 x 5 à l'aveugle à la suite, ce qui est quand même super dur. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des moyennes genre sur 3 ou même des fois juste la meilleure des 3. Et donc là par exemple le record du monde de la moyenne sur 5 temps au 3x3 est à 4,06 par Hieng Wang. Avoir un record du monde dans une de ces catégories, c'est l'exploit et aussi le rêve pour chacun speedcubers dans le monde. Par exemple, personnes de Londres n'ont aucun record du monde ou presque, sont même considérés comme les meilleurs cubeurs du monde, mais seulement dans un classement bien particulier. Et ce classement, c'est ce qui est appelé le Sum of Rank. Donc, le Sum of Rank, c'est quoi? C'est la somme de tous nos classements dans chaque catégorie. Donc notre classement mondial, par exemple, si t'es top 3 ou 3x3, t'as un plus 3 et tu fais ça pour tous les events dans lesquels j'ai parlé. Donc ce classement il existe pour à la fois single et average. Actuellement, Luke Garrett est premier en single et en average de ce classement. Et à chaque fois devant Martin Weidel-Eggal, je sais pas pourquoi je m'embête à prononcer, j'aurais juste dû mettre une voix IA. Donc voilà, maintenant ça se prononce comme ça. Martin Weidel-Eggal. Merci l'IA Google. Donc qui est deuxième de ce classement. Et donc avoir deux fois les mêmes personnes en tant que premier et deux fois les mêmes personnes en tant que deuxième, ça paraît un peu logique en fait. Parce qu'il faut être polyvalent sur tous les événements, faut pas juste te dire je suis très fort au 3x3 donc ça marche. C'est pour ça que Max Park, Timon Kowasinski et plein d'autres cubeurs qui sont très bons en fait n'ont jamais été premiers de ça parce que eux ils sont pas polyvalents. Contrairement à Luke Garrett, Martin, je sais pas reprononcer une deuxième fois, d'accord, ce sera juste Martin. Et en plus c'est Martin, il n'y a pas de E à la fin. Par exemple, si on a une très bonne moyenne au 4x4, c'est très probable d'avoir aussi un très bon record au 4x4. Vu que pour avoir une bonne moyenne, il faut quand même faire plusieurs temps parce que normalement tu passes pas en une fois une bonne moyenne. Et puis surtout, si t'es bon au 4x4 sur une moyenne, tu seras bon au 4x4 statistiquement, tu auras fait un très bon temps. D'ailleurs, ce classement il existe aussi en Sum of Rank par exemple français. Avec en premier, on a Lucas Deglis qui est premier en single et Eliane Begek qui est premier donc en average. Donc si vous passez par là, les gars, bien joué à vous. Et pour les Belges qui regardent cette vidéo, je vous affiche votre top 10 single et average à l'écran ici. Et pour être premier de ce classement, faut être très polyvalent, comme vous en doutez, et bon dans à peu près tous les cubes. Mais il existe un autre classement majeur qui teste là aussi la polyvalence des cubeurs, comme le Kinch classement, qui est, pour résumer, c'est le ratio en pourcentage du record du monde divisé par notre meilleur temps. Alors, ça paraît bizarre, pour le record du monde de 3x3, donc 3,05, divisé par mon meilleur temps en compétition, donc 13,86 je crois. Ça va me donner un pourcentage, donc moi ça va être à peu près 25% vu que je suis nul. Et donc du coup, tu vas faire en moyenne ce temps-là, donc ça du coup t'as 25%, et tu vas faire la moyenne de tous ces pourcentages sur tous les events. Par exemple, le 4x4, mon meilleur temps ça doit être une 13, et le record du monde ça doit être 16 secondes, tu divises, et du coup j'ai un truc à genre 20%, j'en ai aucune idée, je dis au pif. Et du coup tu fais la moyenne des deux, ça me fait 22,5%. D'ailleurs ça compte aussi
les events où j'ai jamais participé, ce classement-là, on peut voir que les youtubeurs qu'on a vu avant sont toujours dans les premiers, mais pas autant premiers qu'avant. Ça s'explique. Et là, en premier, on retrouve Stanley Chappell, qui est excellent en blind. On a Tommy Cherry, qui est aussi excellent en blind. Et en fait, ça se comprend. C'est parce que, en fait, c'est des events où il y a des très très gros écarts. Par exemple, au 5x5 blind, le meilleur, c'est Stanley Chappell avec 2,03. Et le centième du classement, et centième du classement, c'est déjà pas mal, 7 minutes 06. C'est-à-dire que même le centième, il a un ratio près un tiers, quoi. Ça fait 33%. Donc même lui qui a pourtant un très bon temps si c'était du sum of rank, en fait il est pas si fort que ça. Et c'est pour ça que Luke Garrett en sum of rank il s'en sort, parce qu'il a déjà réussi à faire un 5x5 en blind assez vite, je crois 6 minutes, et des poussières, et un 4x4 en blind assez vite aussi. Par contre, en pourcentage, en fait, c'est que les gens qui sont dans les meilleurs, vraiment dans les meilleurs du 5x5 blind et du 4x4 blind qui peuvent y arriver, parce que les écarts sont juste trop grands entre le premier et le deuxième. Rien qu'entre le premier et le deuxième, il y a 15 secondes d'écart. C'est énorme. Mais on peut quand même se demander quel classement est plus représentatif. Parce qu'il y en a un où il faut vraiment être proche du record du monde partout, donc être vraiment excellent partout. Mais pour certains records du monde, le facteur chance est quand même présent, donc le classement n'est pas très adapté. Par exemple, avoir de la chance sur un 2x2, ça implique de faire un très bon temps, et donc assez simple, en soi c'est facile d'avoir un très bon temps ou 2x2, faut juste avoir de la chance finalement. Faut juste faire beaucoup de résolutions de 2x2, et Luke Garrett, je suis quasiment sûr que s'il faisait une résolution de 2x2, il finirait forcément par en avoir une qui était en dessous d'une seconde. Je sais pas si on a déjà eu, peut-être si on a déjà eu. Et par exemple sur 7x7, il n'y a pas de facteur chance. Sur 7x7, faut juste être bon, parce qu'en fait sur 7x7, t'as toujours des cas normaux, parce qu'en fait même si t'as de la chance à un moment, ça va forcément se compenser, parce que le cube est assez long pour que t'aies juste pas de chance du tout à un moment. Et donc seul le talent peut faire la différence 7x7, et donc il y a plein de compétitions qui sont vraiment pareilles, et même si avec ces deux classements là on voit quand même assez facilement qui sont les cubeurs les plus polyvalents du monde. On a donc Luke Garrett, Martin Weidel Edgal, Stanley Chappell, Tommy Cherry et Ryan Pilate, dont j'ai pas parlé, mais qui se retrouve quand même assez souvent dans les meilleurs. Je crois qu'il y a 2 fois top 5, donc je vais compter dans les top 5. Mais ça c'est quand même assez complexe à définir, et on se rend même compte que c'est pas des noms connus comme Max Park, Timon Kolasinski, Yang Wang. Et c'est parce que vous avez probablement oublié qu'il n'y a pas que le 3x3 dans la vie, et qu'en fait 3x3 c'est juste ce qui est plus médiatisé. Tous les médias en parlent, même tous les speedcubeurs en parlent. Les gens, tu fais une vidéo sur 3x3, tu rapportes plus de vues qu'en faisant une vidéo sur le 4x4 ou même sur le Scube. Qui regarde des vidéos sur le Scube ici, pas grand monde, tout le monde veut s'améliorer vraiment au 3x3. Et c'est normal, parce que si t'es bon au 3x3, t'es meilleur au 7, au 6, au 5 et au 4. T'es meilleur au 2 aussi, parce que t'as la vitesse. Et t'es meilleur au méga parce que c'est la même méthode de résolution. Par contre, si t'es bon au square one, t'es bon que au square one. Tes compétences que t'as eu au square one, tes algos, tes finger tricks notamment, ils peuvent pas être réutilisés. Et c'est pour ça que le 3 c'est vraiment plus important. Donc on se rend compte qu'en fait les plus polyvalents, ils sont très forts partout, et ça c'est très dur. Du coup on peut se demander c'est quoi le mieux en fait. Il vaut mieux être top, il vaut mieux être dans les hauts du sum of rank, ou avoir des records du monde comme Max Park en fait. Ouais, ça dépend juste de vous. Il y a des gens, ils préfèrent rester toujours sur le même event parce que c'est un event qu'ils adorent. Je sais qu'il y en a, Max Park, j'imagine qu'il doit adorer faire des big cubes, mais par contre, quand il s'agit de faire du square one, il aime pas trop, c'est mid finalement. Mais par contre, il y en a, ils préfèrent faire de tout. À un moment, ils vont se lasser, à un moment, ils vont faire peut-être 3 semaines passer sur le 5x5. Ils vont se lasser, ils vont passer à autre chose. Ça dépend juste de vous. Et puis de toute façon, si vous avez un record du monde, ce sera tout aussi prestigieux que si vous êtes top 1 sum of rank, tant que vous avez des très très bons temps, ce qui va forcément arriver. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'hab, vous pouvez liker, vous abonner, bref, tous les youtubeurs vous saoulent à dire toujours la même phrase. Au revoir.